Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes le jeudi 30 décembre, dernier jeudi de l'année 2021. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. À la présentation, vous êtes avec Inès Gakiza. Les titres d'abord. Affrontement depuis 3 jours entre armées congolaises et des militaires burundais qui ont pénétré le territoire du voisin. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, les militaires burundais combattent aux côtés d'un groupe rebelle. Des familles des victimes de l'incendie à la prison de Gitega démentent les propos du numéro 1 burundais. Aucune inhumation digne n'a été réservée aux leurs. Les déclarations faites par le président prouvent que l'incendie est criminel, conclut le MSD. Et avant de clore, vous suivrez la rétrospective du domaine de l'environnement. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, c'est le développement. Bonjour, commençons ce journal par la page sécurité. Je viens de vous le dire, des combats farouches opposent depuis le 27 de ce mois dans les hauts plateaux en République démocratique du Congo, l'armée gouvernementale et un groupe de rebelles appuyés par des éléments des forces armées burundaises. Des informations en provenance des défenseurs des droits humains en RDC et confirmées par le porte-parole des FARDC font état d'une dizaine de morts des deux côtés. Les détails avec Eric Niyonzima. Dans les localités de Kamombo, Tchakira et Manara, les populations ont fui leurs ménages depuis les combats qui ont débuté le 27 courant. La plupart d'entre eux passent les nuits dans les bruisses. Selon nos sources, ces combats opposent les forces armées congolaises à un groupe d'hommes armés. Un représentant de la société civile dans le territoire d'Uvira a confié à RPA qu'il s'agit du mouvement rebelle Twigwaneho dirigé par Makanika, lequel se serait allié aux forces armées burundaises présentes sur le sol congolais depuis le 22 de ce mois. Pour cet activiste de la société civile, des morts de part et d'autre ont été enregistrés. Il parle de 12 morts côté rebelle, sans toutefois préciser le nombre de morts côté de l'armée régulière FARDC. Dieudonné Kasereka, porte-parole de la FARDC au Sud Kivu, lui reconnaît 18 morts, dont 4 militaires de la FARDC. La journée de lundi, il y a eu 16 personnes qui ont été tuées. Parmi les 16, il y a eu 4 militaires congolais et 12 militaires Makanika et ses alliés. Et hier, pour la reconquête de la localité de Kamombo, parce que nous avons lancé la contre-attaque pour reconquérir Kamombo, il y a eu aussi une perte des rebelles Makanika Twigwaneho qui ont été neutralisés. Pour cet officier de la FARDC, c'est une coalition de groupes rebelles congolais qui se sont mis ensemble pour combattre le gouvernement congolais, sans toutefois citer nommément ou préciser les pays. Dieudonné Kasereka reconnaît que ces groupes sont appuyés par des éléments en provenance des pays voisins dont il promet de révéler prochainement. Nous aurons le temps de communiquer par rapport à ça, mais nous vous disons que nous avons des précisions, nous avons des renseignements sûrs, vérifiés, que ce sont des pays, quelques pays voisins qui utilisent certains rebelles pour continuer à appuyer Makanika, Twigwaneho, Android, continuer à semer la terreur et désolation dans cette partie de la République démocratique du Congo. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le colonel Foribé Pierreke, porte-parole de la FDNB, pour savoir la position de l'armée burundaise par rapport aux allégations faisant état de la présence des éléments de la FDNB qui combattent aux côtés de Makanika Twigwaneho. La seule réponse nous donnée se résumait en ça. Écoutez-moi, messieurs, ne m'appelez plus. La radio RPA est réduite. Ne cherchez plus à me contacter. Merci Eric Niyonzima, retour au pays pour parler droits de l'homme. Les propos d'Évariste Ndayishimiye sur l'arrestation et le meurtre de Matata Augustin, mort des suites de la torture subie au cache des renseignements burundais, sont contraires de la réalité. Le président Ndayishimiye a fait savoir hier que l'on avait trouvé des armes au domicile de feu Matata alors que ses voisins indiquent qu'aucune arme n'a été retrouvée chez lui. Francine Mahoro nous fait le point. Augustin Matata est un membre du parti CNR de la zone Buringa en commune Gihanga. Il a été arrêté le mardi 16 novembre 2021.
Durant ces échanges ce mercredi avec la population, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué que Matata a été appréhendé en possession de 5 fusils. Pour ceux qui ont été torturés dans les cachots du service national de renseignement, c'est un crime et vous le savez bien. Mais vous croyez qu'ils n'avaient pas commis de crime? Imaginez-vous quelqu'un qu'on a arrêté en possession de 5 fusils à son domicile. Est-ce que cette personne est innocente? Peut-être que celui qui l'a torturé avait aussi une dent pour lui, raison pour laquelle il l'a tabassé. Ces propos du président sont jugés de mensonges par les proches du défunt. Par ailleurs, les voisins de Matata qui les sont sidérés, après avoir entendu le père de la nation, oser porter de telles accusations mensongères à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Selon les proches de Matata, il a été arrêté car il prenait un verre de bière avec ses amis dans un bar d'un certain Gordier à Buringa dans la commune Gihanga. Depuis, il a été embarqué au bord d'un véhicule de type camionnette des responsables des renseignements à Bubanza du nord de Venamiburo. Selon les voisins de Matata, aucune arme n'a été trouvée lors de l'arrestation de Matata. Par ailleurs, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, n'a jamais mentionné qu'ils ont trouvé des armes chez Matata lors de la fouille à son domicile. Cela n'a malheureusement pas empêché qu'il soit emmené par les services secrets pour être torturé. De surcroît, les agents de renseignement sont revenus à son domicile pour faire des fouilles et perquisitions durant une heure en présence de Matata qui, à l'époque, ne pouvait plus se tenir debout pendant longtemps. Et rien n'a été retrouvé chez lui. Matata a été encore une fois reconduit au cachot des services de renseignement où il était torturé jour et nuit par des agents de cette police présidentielle. Bon nombre de gens s'étonnent de voir le président de la République accuser fait Matata sans preuve en disant qu'il a été arrêté en possession de fusils alors qu'aucune enquête ne mentionne ces fusils. La CNDH dirigée par Steve Nini Muleba a confirmé plutôt qu'un membre du parti CNL subissait de la torture au cachot des services secrets. Certains parmi ceux qui ont entendu les propos d'Évariste Ndayishimiye révèlent qu'il a marqué non seulement l'occasion de se taire, mais aussi de la compassion. Matata est mort le 15 décembre 2021 à la clinique Prince Louis Gwagasode de suite de la torture qu'il a subie de la part des agents des services secrets burundais. Et parlant toujours de ce dossier, Matata Augustin, militant du CNL, le Focodé trouve que non seulement la version du président Évariste Ndayishimiye sur la torture de feu Matata est contradictoire de ce qui a été annoncé dès son arrestation, mais la responsabilité de sa mort ne devrait pas incomber uniquement à l'agent Gérard Ndayisenga, mais plutôt à tout le service des renseignements, puisque le défunt se trouvait entre les mains de cette institution. Suivez plutôt Pacifique Ninina Hadzwe. Ici, Augustin Matata a été enlevé nuit des hommes en tenue de la police à bord d'une camionnette qui serait du procureur de Bubanza. Et le lendemain, Matata a été ramené chez lui dans un état extrêmement grave. Il était blessé un peu partout et il a continué à être tabassé, même sur le lieu, donc chez lui où il y avait une perquisition. Selon nos informations, beaucoup d'agents et du renseignement étaient présents, dont l'officier Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu, déjà cité dans plusieurs autres crimes. Pendant cette perquisition, aucune arme n'a été trouvée chez Augustin Matata. Des agents du renseignement ont creusé dans les enceintes de ce lieu. Aucune arme n'y a été trouvée. Et pourtant, quelques jours plus tard, des agents du renseignement sont revenus. Ils ont faim de perquisitionner le même endroit et ils ont montré des armes qu'ils ont retrouvées dans cet endroit. Et la population et les témoins ont posé des questions. Mais comment avez-vous trouvé ces armes alors que la première fois, vous aviez perquisitionné le même endroit en présence de Matata? Cette fois-ci, vous refaites sans Matata et vous dites que vous avez trouvé des armes. Donc, pour la population, ces armes ont été amenées par des agents du renseignement pour justifier
la torture que Augustin Matata a subi. Alors, s'agissant de dire que c'est Gérard Ndaïsenga seul, dans des heures qui ne sont pas de service, qui aurait torturé Matata, c'est un mensonge, parce que Matata a été tabassé par plusieurs personnes, y compris chez lui, lorsqu'il a été ramené pour la première perquisition. Et je rappelle également, ici que j'aurais déjà dit, la torture est devenue comme un mode normal aujourd'hui d'interrogatoire au sein du service national de renseignement. Si le président veut vraiment sanctionner les tortionnaires, il n'a qu'à envoyer ses émissaires à la prison de Mpimba, interroger beaucoup de gens qui ont passé récemment dans les cachots du service national de renseignement. Il va se rendre compte que beaucoup ont été torturés. Gérard Ndaïsenga à Mpimba raconte à qui veut entendre que les séances de torture des militants du CNL ont été décidées dans une réunion qui aurait été dirigée par Alfred Innocent Mousseremu, dans laquelle aurait également participé Alexis Ndaïkengurukiye alias Nkoroka, un certain Wilson Dissabira, un certain Josias. Tout cela aurait participé à cette réunion et il aurait été décidé de torturer les militants du CNR. Mais pourquoi tout cela ne sont pas poursuivis aujourd'hui? C'était Pacifique Ninina Hadoué, président du FOCODE. Une courte pause et nous continuons avec la rubrique Droits de l'homme. Les propos du président de la République du Burundi, selon lesquels les détenus décédés des suites de l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega ont été enterrés dignement, sont des paroles qui remuent le couteau dans la plaie des familles éprouvées. Ces familles demandent plutôt au président Évariste Ndayishimiye de donner de la lumière sur cette tragédie pour que toutes les victimes soient inhumées dans la dignité selon la culture burundaise. Le point avec Danny Claire et la Tromba. Je voulais vous dire qu'il y a eu 46 victimes et certains d'entre eux sont décédés à l'hôpital. Je sais personnellement qu'aucun Burundais n'ignore qu'ils ont été enterrés dignement et qu'il y a même eu une prière. Ce sont les propos du président Évariste Ndayishimiye qui répondait ce mercredi aux questions des journalistes et de la population, même s'il a affirmé que les détenus décédés au cours de l'incendie qui a dévasté la prison centrale de Gitega le 7 décembre de cette année ont été tous inhumés dignement. Les familles des disparus s'insurgent contre ces mensonges et précisent qu'ils n'ont pas été communiqués de l'enterrement des détenus décédés. L'un des membres de ces familles témoigne. En vérité, c'est très affligeant que le président de la République ait pu tenir de tels propos devant la population, des propos incompréhensibles. Je suis parmi les personnes qui avaient un membre de famille détenu dans la prison centrale de Gitega et nous avons su qu'il est décédé. Mais personne ne nous a communiqué son enterrement. Nous n'avons même pas fait le deuil et il a osé dire qu'ils ont été enterrés dignement. Quel genre de dignité? Puisque pour enterrer dignement une personne, on appelle sa famille pour qu'elle vienne voir pour la dernière fois le leur disparu. Pour les familles des disparus, c'est très pénible d'entendre le président de la République en personne prononcer un tel discours qui remue le couteau dans la plaie des proches et des disparus. Moi, j'ai un membre de famille qui est mort des suites de cet incendie et je suis vraiment étonné par ses propos. Est-ce qu'enterrer dignement une personne, c'est l'enterrer dans un sac ou une bâche? Et enterrer plus de 5 personnes dans une fosse commune, c'est cela la dignité? C'est très affligeant. Nous avons compris que le discours était seulement prononcé pour remuer le couteau dans notre plaie. Les familles des disparus demandent plutôt au président du Burundi de demander pardon sur ces paroles mensongères qu'il a prononcées et de donner de la lumière sur cette tragédie. Suite à ces mensonges, le président de la République devrait demander pardon à tous les Burundais car nous sommes très affligés. Nous avons même essayé de demander au directeur de la prison de Gitega et aux autres administratifs de cette province, mais personne ne nous a répondu. Plutôt, ils nous regardaient de travers et nous menaçaient même de nous emprisonner ou de nous tuer. En plus, nous ne savons pas où ils ont été enterrés. Il a aussi dit qu'il y a eu une prière.
quand est-ce que cela s'est passé? Qui était présent lors de cette prière? Qu'il nous donne des éclaircissements. 6 personnes ont été transférées à la prison de la province de Ruyigi pour avoir osé aller demander les corps de leurs disparus à cause de cet incendie à la prison centrale de Gitega. D'après les enquêtes de la RPIA et des autres organisations des défenseurs des droits de l'homme, l'incendie a emporté la vie des centaines de détenus. Jusqu'à présent, le gouvernement burundais reconnaît le décès de 46 détenus. Et se basant sur ces propos du président Évariste Ndayishimiye en rapport avec l'incendie de la prison de Gitega, le porte-parole du MSD dit que le numéro 1 burundais use d'une communication mensongère. Pour Epitas Shimirimana, porte-parole du MSD qui comptait beaucoup de membres incarcérés dans la prison de Gitega avant l'incendie, les propos d'Évariste Ndayishimiye démontrent que l'incendie qui a ravagé cette prison de Gitega était criminelle. Suivez Pitas Shimirimana, il est porte-parole du parti MSD. Tous les discours prononcés par Évariste Ndayishimiye ainsi que tous les membres de son gouvernement sont des mensonges car ils disent une chose et son contraire. Je pense que vous vous souvenez que dans une année et quelques mois qu'Ndayishimiye vient de passer au fauteuil présidentiel, ils étaient rendus à la prison centrale d'Ompimba à faisant distraire l'opinion nationale et internationale. Il avait commencé le travail de libération des prisonniers concernés par la grâce présidentielle. Mais en réalité, ces prisonniers ne sont pas libérés tous. À titre d'exemple, les membres du parti MSD qui croupissent jusqu'à maintenant dans différentes prisons du pays. Encore plus, vous vous souvenez qu'il avait prononcé le même jour que les dossiers des prisonniers seront conservés dans le système informatisé afin de faciliter le suivi. Valis lui-même vient de communiquer le mensonge à propos du nombre de victimes. Il vient de dire que le nombre de prisonniers qui sont morts dans l'incendie d'Ortega sont 46, alors que nous savons bien que plus de 300 prisonniers ont péri dans cet incendie. À ce qui concerne la dite prison, à résumer, vous allez comprendre très bien qu'on n'a pas besoin d'autres enquêtes car c'est un plan macabre de ce gouvernement et du parti au pouvoir du CNDD-FDD. Si ce n'était pas eux qui ont planifié cela, ils auraient déjà prononcé les malfaiteurs car la vérité est connue. Au contraire, les efforts fournis par les autorités du Burundi pour cacher la vérité en enterrant les victimes secrètement des fosses communes pendant la nuit et sa présence dans leur famille. On ne doute pas que ce sont eux qui ont commis ce forfait. Dans le parti MSD, nous exhortons au Burundi de se lever comme un seul homme pour chasser Évariste Ndayishimiye et sa clique pour que le Burundi et les Burundais puissent quitter la misère et l'injustice causée par le régime du CNDD-FDD. Et la RPA a tenté de joindre Nancy Ninette Moutoni, porte-parole du parti CNDD-FDD, dont certains membres séjournaient également dans la prison de Gitega avant l'incendie. Cette dernière nous a dit de ne pas mélanger les dossiers car ce dossier national est non pas propre à un parti politique. Toutes les lois montrent clairement que c'est la communauté internationale qui a la qualité de faire des enquêtes et de qualifier les crimes qui ont été commis au Burundi. Réaction de Maître Dieudonné Bashiraïchidze au propos du président Évariste Ndayishimiye durant la conférence publique qu'il a animée ce mercredi. Maître Dieudonné Bashiraïchidze indique que la CVR voulait faire plaisir au pouvoir en place. Il faut consulter les lois républicaines qui régissent le processus de qualification du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Si on essaie de revenir en arrière, la commission Vérité et Réconciliation prend origine dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000. Dans cet accord, ceux qui négociaient, les protagonistes de l'époque, ayant constaté qu'il est difficile, presque impossible, d'avoir une lecture commune de l'histoire, ils s'étaient convenus de confier l'enquête et la qualification des crimes graves qui ont eu lieu dans le passé à une commission internationale d'enquête
qui devrait être mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'article 6 du premier protocole en son point 10 précise noir sur blanc que le gouvernement de transition devrait demander la mise en place de cette commission qui devrait enquêter, établir des responsabilités et qualifier par après un tribunal pénal international pour le Burundi. Et c'est ce tribunal maintenant qui devrait mener des enquêtes approfondies et juger les coupables. On doit rappeler que 5 ans avant la signature de l'accord d'Arusha, il y avait déjà eu une commission d'enquête qui avait émis les mêmes recommandations. Lorsqu'on a mis en place la première commission Vérité et Réconciliation en 2004, la loi qui mettait sur pied cette institution précisait clairement en son article 4, si ma mémoire est bonne, que cette institution, en l'occurrence la CVR, n'a pas la qualité de qualifier les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et que cette tâche reste réservée à cette commission internationale d'enquête. Si dans les lois qui ont suivi en 2014 et en 2018, on a essayé de mettre cette réserve ou cette restriction par rapport aux compétences, il faut toujours souligner que la loi hiérarchiquement supérieure, en l'occurrence l'accord d'Arusha, continue à prévoir en son article 8 que la commission Vérité et Réconciliation n'a aucune compétence pour qualifier ce genre de crime. Donc, ce qui a été fait, c'est un acte politique. Peut-être le parti au pouvoir a besoin de gains politiques par rapport à cette qualification, mais de par le droit positif burundais, de par l'accord d'Arusha, de par la loi portant prévention et répression du crime de génocide de 2003, en son article 33, il est clairement stipulé que seule une commission internationale d'enquête judiciaire mise en place par les Nations Unies a la compétence de qualifier le crime de génocide ou les crimes contre l'humanité. Et c'est toujours le journal de la RPA, page santé. À présent, la population de Kirundo est prise de peur panique par l'ampleur de la pandémie à coronavirus. Plus de la moitié des militaires du camp de Mutwendi, du chef-lieu, ont été testés positifs. Et le Squid est là pour plus de détails. Ces 10 personnes testées quotidiennement au coronavirus à l'hôpital central de Kirundo, au moins 7 ou 8 sont positives. Suite à cela, la population est prise de peur au regard de l'ampleur de cette pandémie. Selon nos sources à Kirundo, les fonctionnaires, surtout des enseignants, sont atteints par ce virus. Les derniers exemples étaient celui des enseignants de l'école à régime d'internat de lycée Kinyinya et celui des élèves de l'étoile de l'espoir se trouvant au chef-lieu de la province Kirundo. Tous ces malades sont renvoyés, sont confinés chez eux. En conséquence, la proclamation du premier trimestre à ces écoles n'a pas eu lieu. Le coronavirus est également signalé à la banque Interbank de Kirundo et a entraîné le redéploiement d'autres agents venus d'ailleurs pour renforcer l'agence. Il y a 2 semaines, plus de la moitié des militaires du camp de Mutwenzi ont été testés positifs au coronavirus. Nos sources sur place indiquent qu'un nombre réduit de militaires s'observe en patrouille de la nuit par rapport au jour précédent. Albert Hatungimana, gouverneur de la province Kirundo, dans une réunion organisée à l'intention des administratifs et du personnel soignant, est revenu sur l'ampleur de la pandémie. Il a demandé de sensibiliser la population au respect des mesures barrières. Par ailleurs, il a été pris des mesures d'interdire l'ouverture de boîtes de nuit et d'autres lieux de rassemblement nocturne jusqu'à nouvel ordre. Merci à toi, Eloge Kwizera. Et de Kirundo, rendons-nous en province Bururi, où des fils électriques de la société Regideso sont tombés dans la rue et sur certaines maisons de la commune Vianda, et ce depuis 3 mois. Les poteaux électriques ont été endommagés par de fortes pluies du mois de septembre dernier. La population locale a crié au secours, mais personne n'a réagi. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Au total, 30 poteaux électriques sont tombés de suite de la pluie du 30 septembre cette année. Ce jour, les fils électriques situés le long de la route provinciale numéro 406 ont failli causer des dégâts. Ils étaient tombés sur des toits de maisons de la localité de Rousseigne et Lugogwe.
Selon une source sur place, la population locale a arrêté et la régie est venue pour couper le courant électrique. Mais depuis, le fil électrique traîne le long de la route et parfois même au milieu de la route gênant ainsi la circulation. Selon les habitants de la localité, les 3 mois sans électricité leur ont causé d'énormes pertes suite à la perturbation des activités économiques qui exigent du courant électrique. Aujourd'hui, les familles qui exercent toutes les activités ne savent plus à quel se vouer. La communication est aussi perturbée. Les gens de la localité ont demandé à charger les téléphones. Contacté à ce propos, l'administration locale dit être au courant des problèmes et indique être en contact avec la régie des eaux pour trouver une solution. La pluie du 19 septembre cette année a aussi détruit un bloc de l'hôpital communal qui était en attente d'être inauguré. Et enfin, dans la rétrospective de l'année 2021, aujourd'hui nous vous parlons du volet environnement. Les changements climatiques ont été l'une des caractéristiques de l'année 2021 dans ce domaine, lesquels changements ont causé beaucoup de pertes, que ce soit pour le pays ou chez les habitants. Éloge Divin, Remecha. Le mois d'avril de cette année a été caractérisé par la montée des eaux du lac Tanganyika à jusqu'à 4 mètres, ce qui s'était déjà réalisé au Burundi en 1964. Cette montée a ainsi causé des inondations des localités riveraines du lac Tanganyika en mairie de Bujumbura, en province de Bujumbura, à Rumongue et à Makamba. Plusieurs dégâts ont été signalés dans ces localités. Les logements, les lieux de loisirs, les ports, les marchés, les écoles et autres infrastructures ont été inondés par les eaux du lac Tanganyika, mis à part les pertes enregistrées par les populations locales qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Certaines activités publiques ont dû être stoppées, générant ainsi des pertes pour le pays. Parmi les inondations ayant entraîné des pertes pour certains habitants de différentes localités, on citera également celles causées par les rivières érosives Kajeke et Manda, dont les crues se sont amplifiées, causant ainsi des dégâts dans les ménages. C'était au mois de mai. Des maisons d'habitation, des écoles et des champs ont été vandalisés dans les localités de Gatumba, Kigaramango et Rukaramu, ainsi que des tombes détruites dans le cimetière de Manda. À titre de rappel, le rapport de l'OCHA, sorti en octobre dernier, indiquait que 50 000 personnes avaient été affectées par les inondations dues au lac Tanganyika et la rivière Rusidi, et dont 20 000 personnes étaient devenues des sans-abri. Ces inondations étaient dues au changement climatique. Des pluies torrentielles imprévues se sont observées au cours de cette année. Plusieurs localités du pays ont connu des pluies torrentielles qui ont occasionné des dégâts comme la destruction des infrastructures publiques, des logements et champs des cultivateurs. Dans le secteur de l'environnement, l'année 2021 va bientôt s'achever pour le Burundi avec une carte multirisque qui montre que le Burundi est confronté à 5 principaux risques de catastrophes. Ces derniers sont les pluies torrentielles, les inondations, les glissements de terrain, les vents violents et les séismes. Cette carte récemment présentée par l'OIM en date du 14 décembre dernier clarifie que 50 communes du Burundi sont menacées par ces risques de catastrophes. Les 5 premières communes sont les communes qui composent la mairie de Bujumbura, ainsi que la commune de Mutimbuzi en province de Bujumbura et la commune Marangara de la province d'Ongozi. La mise en application de la loi portant sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour a également caractérisé l'année 2021 dans le domaine de l'environnement, 3 ans après sa promulgation, c'est-à-dire le 4 octobre 2018. Mais il s'observe toujours le non-respect de cette loi par tous dans tout le pays. Le ministère en charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage a déclaré que le grand avantage apporté par cette loi est la préservation de l'environnement car les bétails ne sont plus amenés sur les collines à la recherche des pâturages. Cette année 2021, qui touche à sa fin, est également une année caractérisée toujours par des lacunes dans la mise en application du décret portant interdiction de la fabrication, la vente, l'importation, l'utilisation des sachets et d'autres emballages en plastique, lesquelles lacunes s'expliquent par le fait que dans certaines localités, les sachets et les emballages en plastique qualifiés de nuisibles pour l'environnement sont toujours disponibles malgré le décret qui date de 3 ans. Merci Éloge Divin Lemecha, c'est par cette rétrospective que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux collègues de la rédaction et technique qui ont permis que vous suiviez ce journal. Clôturez bien l'année. À la prochaine.